Bonjour tout le monde et bienvenue sur Self-Talk, mon balado mensuel. Je suis Séverine Tamborero, entraîneur professionnel de tennis, auteur et personne créative. Ce balado parlera de sport, de leadership, de vie en général et de beaucoup plus avec mes invités spéciaux. Joignez-vous à moi tous les mois sur coachevie.com ou sur ma page Facebook pour la première saison de Self-Talk. Bonjour tout le monde et bienvenue au balado Self-Talk. Aujourd'hui, nous allons parler de Jeux paralympiques avec une amie et ancienne coéquipière de la délégation canadienne à Sydney, Athènes et Beijing, Chantal Petitclerc. Chantal, avec qui j'ai discuté il y a quelques semaines, est l'une des plus grandes athlètes canadiennes que la scène mondiale a connue. 14 fois médaillée d'or en athlétisme en fauteuil roulant, 5 fois médaillée d'argent et 2 fois de bronze aux Jeux paralympiques. Je connaissais Chantal, la retraitée, et là, j'ai découvert Chantal, la maman et sénatrice. Nous avons abordé plusieurs sujets comme ses débuts comme athlète, sa carrière remplie de succès, sa retraite sportive bien méritée, l'univers du sport paralympique, son arrivée en politique et son rôle de... Mais tout d'abord, comme avec chaque invité, je commence la discussion en expliquant mon histoire que vous savez déjà, pour ensuite laisser l'invité raconter la sienne. Alors je vous laisse au bon soin de notre discussion et je viendrai conclure ce balado avec quelques commentaires et le mot de la fin. Bonne écoute! Ça dépend, je pense, mon histoire, là, j'imagine ça dépend qui la raconterait. Plusieurs regarderaient mon histoire et puis diraient que c'est comme vraiment une histoire qui démontre notre capacité à faire face à l'adversité. Moi, je regarde mon histoire et je trouve que mon histoire, c'est une espèce de privilège d'avoir été capable de vivre tellement de belles aventures comme athlète, comme maman, comme sénatrice maintenant. Donc, tu sais, ça dépend toujours si on veut la version courte ou la version longue, mais souvent, quand on est une personne handicapée, une athlète paralympique, les gens de l'extérieur voient beaucoup l'adversité, le courage, la force qu'on a eue pour faire face à tout ça. Et c'est vrai que ça fait partie de l'histoire nécessairement, mais en même temps, moi, qui est à une étape de ma vie où j'ai 10 ans depuis ma dernière médaille. Donc, je regarde ça et je me dis, wow, quelle chance et quel privilège. Dans le sens où, pas chance dans le sens où j'ai été chanceuse parce que, évidemment, c'est venu avec une tonne de travail, mais une chance au niveau global. Hein, quand on regarde ce qui se passe dans le monde, quand on regarde ce que ça veut dire d'être une personne handicapée dans plusieurs pays sur notre petite planète, je me dis quand même, tu sais, de faire ce qu'on aime, d'être bon à faire ce qu'on aime et d'avoir du plaisir là-dedans et d'avoir du succès, ça reste quand même un grand privilège. Et est-ce que tu dirais que tu as une vie ou tu as eu une vie avant ton accident et après, ou pour toi, c'est la même personne, ça a été juste un petit parcours différent dans le milieu de cette jeune vie? Je dis toujours, mais moi, j'ai eu mon accident, j'avais 13 ans. Donc, 13 ans, là, c'est encore l'âge où, en tout cas dans mon cas, on n'est pas parfaitement défini. On n'est pas embarqué dans nos études, on n'a pas de travail, on n'a pas de conjoint. Donc, je pense que l'expérience de devenir une personne handicapée, ça se fait pas comme une cassure, hein? Ça se fait plus comme un changement de direction. Moi, c'est beaucoup comme ça que je l'ai vécu à l'époque parce que j'ai pas eu besoin de quitter mes études, j'ai pas eu besoin de changer de job. Je connais des gens qui ont eu des accidents, tu sais, l'exemple classique, un gars de la construction qui a un accident à l'âge de 45 ans, marié, 2 enfants, et là, soudainement, il peut plus faire sa job. Alors que quand tu as 13 ans, tu es encore en devenir et tu deviens juste quelqu'un, en fait, tu deviens même pas quelqu'un de différent, tu deviens quelqu'un qui fait un petit peu autre chose ou qui fait les choses même d'une autre façon. Donc, je dirais pas qu'il y a eu un avant ou un après. En même temps, c'est vrai que un accident comme celui-là,
Ben clairement, ça change une vie, ça change le regard que les autres ont par rapport à nous. Soudainement, on devient une personne, on parle beaucoup ces temps-ci de la différence, de la diversité. Quand on a un accident, la différence et la diversité, on grandit pas avec et surtout, on la choisit pas. Donc, c'est sûr que ça nous rentre dedans parce que pendant les 13 premières années de ta vie, tu te fonds un petit peu, t'es comme tout le monde, tu grandis avec tout le monde, tu fais la même chose que tout le monde. Et là, soudainement, bien que tu sois la même personne en dedans, à cause de ce que tu vis, à cause de ce que tu as l'air, à cause de comment tu te véhicules, mais là, soudainement, tu deviens différent, tu deviens marginal. Donc ça, évidemment, c'est quand même un défi à relever pour l'individu. C'est un défi que j'ai eu besoin de relever quand j'étais tout petite et un défi que toute la famille a besoin de relever. Chantal, pour te connaître depuis des années, tu parles de détermination. Ce qui est assez intéressant, justement, avec toutes ces valeurs-là, c'est que le fauteuil, quand on te connaît, on l'oublie. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce qui t'est arrivé à 13 ans? Moi, je suis paraplégique depuis l'âge de 13 ans, donc un accident tout banal, là, comme il en arrive encore trop souvent partout dans le pays. Je viens d'une petite région, d'un petit village, Saint-Marc-des-Carrières. On était en visite chez des amis de la famille dans le rang de la Rivière-Blanche, donc un milieu agricole. Il y avait une ferme. La ferme était désaffectée, abandonnée, tombait en ruine, en fait. Donc, évidemment, on n'avait pas le droit d'aller jouer là. Évidemment, à 13 ans, on a décidé d'y aller parce qu'on n'avait pas le droit d'y aller, ce qui n'était pas la meilleure idée de ma vie. Et là, il y avait cette immense porte de grange, là, les portes pour l'équipement, qui était brisée, qui était par terre au sol. Et nous, on avait décidé de la soulever, puis en fait, on voulait mettre une espèce de caisse en dessous pour faire une espèce de saut pour nos vélos, tu sais, une espèce de tremplin. Et bref, je tenais la porte avec le petit ami qui était là. Lui est parti 10 secondes chercher le caisson. Et moi, ben, à l'âge de 13 ans, j'avais un petit peu moins de muscles que j'en avais à mes jeux. Donc, j'ai pas été capable de tenir la porte. La porte est tombée par-dessus moi et c'est là que j'ai eu une lésion de la moelle épinière et que je suis devenue paraplégique. Donc, comme tu le dis, il y a beaucoup de gens à la tour, ça change la vie de la tienne, des gens autour de toi. Mais je pense qu'encore une fois, pour te connaître, on peut voir que ça t'a tout simplement dévié un petit peu, mais la détermination t'a amené à être la personne que tu es aujourd'hui, mais surtout l'athlète je pense que tu es encore. Moi, j'aime pas le mot que tu étais, que tu es encore, parce que je suis certaine que le sport fait encore partie de ta vie. Est-ce que l'athlétisme, c'est quelque chose que tu as choisi ou c'est le sport qui t'a choisi? Je pense qu'on peut dire que le sport m'a choisi, mais j'ai choisi l'athlétisme. Dans le sens où, quand j'ai eu mon accident, dès que je suis retournée à l'école, j'ai eu la chance de rencontrer un professeur d'éducation physique qui était vraiment fantastique. Faut se rappeler que c'était l'époque où, dans la grande majorité des écoles, quand on avait une personne handicapée, une personne en fauteuil roulant, on n'avait rien à lui offrir et on disait, ben, on les envoyait à la bibliothèque, dans le fond, durant les cours d'éducation physique. C'était le classique. Et là, moi, ce prof-là était venu me voir et disait, écoute, non, il faut faire quelque chose, c'est important, il faut que tu sois en forme. Et il avait parlé avec mes physios, mes ergothérapeutes. Et donc, j'ai commencé à faire de la natation sur l'heure du lunch avec lui, sur son heure de lunch, en fait, aussi, 3 jours semaine pendant tout mon secondaire. Donc, le sport m'a choisi dans le sens où moi, j'étais pas une athlète, je n'ai pas d'une famille d'athlètes. Et là, Gaston m'a donné le goût de ça. On a fait ça 5 ans. Et quand j'ai terminé mon secondaire 5, c'est vrai que j'avais développé cet amour-là du sport et de l'entraînement aussi, et des objectifs et du dépassement. Et quand je suis arrivée au cégep, là, j'ai rencontré des gens qui faisaient de l'athlétisme en fauteuil roulant, je l'ai essayé et là, j'ai choisi l'athlétisme. Parmi tous les sports adaptés, à l'époque, c'est sûr, on parlait surtout de basketball en fauteuil roulant ou d'athlétisme en fauteuil roulant. C'était les grands sports paralympiques pour les athlètes en fauteuil roulant. Et moi, c'est vraiment l'athlétisme avec lequel je suis tombée en amour.
On te remercie. Le Canada te remercie d'avoir fait ce choix. Écoute, Chantal, j'ai lu ton livre « 16 jours à Pékin ». Pour moi, ça a été très intéressant de le relire parce que ça a été mes derniers jeux comme entraîneur Pékin et j'ai vu ta dernière course, ta 5e médaille d'or, qui était, j'ai rarement vu et entendu autant de gens crier. Je pense qu'il y avait 90 000 personnes dans le stade. Je sais que tu l'as senti toi aussi, mais la course, elle était hors norme. Donc, tu as fini sur toute une performance. L'après-Pékin a été comment? L'après-Pékin, c'est drôle parce que moi, j'ai pris ma retraite et bon, à Pékin, j'avais quand même 38 ans. Donc, j'avais cette maturité-là. J'avais aussi plusieurs amis, on parle Clara Hughes, Nathalie Lambert, qui avaient pris leur retraite et avec lesquels j'avais parlé. J'avais un commanditaire qui me suivait un autre 4 ans, même si j'étais inactive. Donc, j'avais vraiment toutes les conditions. J'avais plein de contrats. J'avais de belles conditions pour embarquer dans cette retraite-là. Et je me sentais préparée. Et en plus, j'avais décidé de prendre ma retraite. Donc, j'avais pas de blessure. Et en plus, j'ai terminé sur 5 médailles d'or. Donc, vraiment, là, c'était comme le setup parfait. Et malgré tout ça, je dois dire que c'est pas facile de prendre une retraite. Je veux dire, la première année, après les Jeux de Pékin, c'était comme une espèce de montagne russe où là, t'es invité partout, t'as les prix, les galas, les reconnaissances, les soupers, tu vas au restaurant, les gens t'offrent des bouteilles de champagne. Donc, t'es comme sur une espèce de nuage et tu parles de tes médailles, tu racontes ton histoire et donc, t'es sur cette espèce d'intensité-là et ce nuage-là qui dure, honnêtement, 1 an et demi, 2 ans. Et là, soudainement, tu dis, OK, là, c'est parce que ça fait 2 ans que je parle du passé. Et là, soudainement, tu dis, OK, mais qu'est-ce que je vais faire? C'est quoi la prochaine étape? Je peux pas passer ma vie à regarder derrière. Surtout que ben, tu sais, manifestement, si tu gagnes 14 médailles, c'est parce que t'es comme un petit peu ambitieux, donc t'arrêtes pas d'être ambitieux la journée où tu prends ta retraite, ou t'arrêtes pas d'être passionné. Donc c'est vrai que tout le monde parle de ces espèces de blues post-olympiques, paralympiques. Moi, je les ai vécus sans grande noirceur, je dirais, mais avec des grands moments de se dire qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je vais faire, dans quoi je vais être bonne. Et il y a tout plein d'éléments qui font que c'est difficile. Il y a des éléments qui sont presque superficiels. On voyage. Moi, j'adore voyager. Donc là, soudainement, on ne voyage plus. On a notre équipe, coach, physio, masso, nutritionniste. C'est des gens qu'on voit, c'est notre famille. On les voit, tu sais, 5 jours, 6 jours, semaine. Et là, soudainement, ces gens-là, eux, bien, évidemment, ils ont d'autres athlètes, ils ont les prochains jeux, puis c'est des amis, mais c'était notre équipe au niveau professionnel, donc on les voit plus. Tu sais, on a on a les gens avec qui on partage les chambres dans les jeux, ou les gens avec qui on est toujours quand on va aux jeux et aux compétitions nationales, provinciales, tout ça. Moi, j'ai des gens avec qui je passais littéralement 3-4 mois par année à manger 3 fois par jour avec eux, là, en plus de s'entraîner avec eux. Donc là, tu les vois plus. Tu sais, c'est comme... Fait qu'il y a comme beaucoup de trucs pratico-pratiques et il y a des trucs plus existentiels. Ça va être quoi ma prochaine job? En sachant que peu importe ce que ça va être, que ce soit les médias, que ce soit dans le sport, on ne sera pas les meilleurs au monde. On va peut-être le devenir, mais c'est sûr qu'on ne le sera pas tout de suite au début. Donc, il y a l'ego, tu sais, on était quand même habitués d'être la meilleure au monde, et puis il y a quand même quelque chose de le fun là-dedans, là. Et là, soudainement, peu importe ce que tu fais, tu sais, moi, j'ai fait des médias, j'ai été entraîneur en Angleterre, et là, veux pas, tu commences... tu commences au bas de l'échelle comme n'importe qui, et c'est normal. Donc, mais c'est normal, mais ça rentre dedans quand même.
Donc c'est pas une période. Et puis moi, bien évidemment, j'ai pris ma retraite, j'approchais la quarantaine. Donc là, on se dit, est-ce qu'on veut fonder une famille? Et là, même moi, je me disais, bon, est-ce que je suis en train de penser à avoir des enfants parce que je sais pas quoi, parce que j'ai pas d'objectif, tu sais. C'est comme... et là, tu dis, ben c'est pas une bonne raison pour faire des enfants, donc on va attendre un petit peu pour être sûr, tu sais. Mais c'est vraiment pas évident, et puis il faut essayer, il faut se retrouver une autre passion, puis il faut aussi faire la paix, je pense. En tout cas, dans mon cas, moi, j'aime l'adrénaline. Tu en parlais tout à l'heure, gagner une médaille devant 90 000 personnes, il faut faire la paix avec le fait que ça m'arrivera plus jamais. Jamais. Mhm. Puis j'aimais ça, là. Et puis même juste, tu sais, être reconnu devant 90 000 personnes, à part de devenir une rockstar, ce qui n'arrivera pas, ben ça fait partie de mon passé. Donc c'est vraiment c'est des drôles de parcours d'avoir le top de sa vie, même pas en milieu de vie. C'est très particulier, la retraite des athlètes. Il y aurait comme beaucoup d'études à faire à plein de niveaux aussi, parce que, puis il y a une espèce aussi d'injustice ou on peut faire n'importe quoi d'autre dans la vie. On peut être journaliste, on peut être coach, on peut être, je sais pas, chef. Et il n'y a jamais personne qui va dire, ah, ben, arrête, hein, c'est le temps d'arrêter. Ah, tu vas avoir 40 ans, prends ta retraite, prends ta retraite. Mais quand tu es athlète, même si tu es super passionné, même si c'est la chose que tu aimes le plus au monde, ou mannequin peut-être aussi, il y en a d'autres, là, c'est pas la seule job là, qui a ça, ou la seule carrière, mais là, soudainement, malgré que ta passion est encore là, ben, tu sais que ton corps va t'obliger à prendre ta retraite si tu veux continuer à gagner. Donc, il y a un petit quelque chose qui est comme assez unique, je dirais, aux athlètes, de se recommencer une deuxième carrière aussi dans la quarantaine, mais en même temps, ça se fait, et puis il faut se donner le temps de le faire bien. Et de le vivre. Et de le vivre, oui. Chantal, t'étais comme athlète et même aujourd'hui une grande défendrice, si ça se dit, mais que tu avais beaucoup à dire et encore aujourd'hui sur le monde paralympique. Tu as toujours dit qu'on est à la base, que tous les gens qui sont là sont des athlètes, c'est pas des handicapés qui essaient d'être en santé, c'est de la haute performance. Tu as arrêté en 2008. Penses-tu qu'il y a un progrès qui a été fait? Le monde paralympique, c'est un monde... le milieu paralympique, le monde paralympique, l'histoire du paralympisme, c'est très intéressant. Et oui, ça continue d'évoluer. Peut-être pas à vitesse que j'aimerais, mais tu sais, il faut se rappeler que, je veux dire, les premiers Jeux paralympiques ont eu lieu en 1948, là. C'est pas une longue histoire. Moi, c'est sûr que quand je regarde l'histoire du mouvement paralympique, il y a eu cette période-là de Los Angeles jusqu'à Sydney, dans le fond, où le sport était en démonstration. Et là, on se disait, OK, peut-être que l'athlétisme en fauteuil roulant va devenir un sport officiel aux Paralympiques. Dans ma tête et dans mes convictions, ça reste un rendez-vous manqué pour toutes sortes de raisons, et puis des raisons surtout politiques, je pense. Donc, j'aurais aimé ça, voir ça. Ça n'arrivera pas. D'un autre côté, très positif, depuis, je dirais, les Jeux de Pékin, les Jeux de Londres. Les Jeux de Londres, là, ça a été, quand on va étudier l'histoire du paralympisme, ça a été un pivot parce que ils ont traité les Jeux, traité les athlètes comme ils l'ont fait avec les Jeux olympiques et les athlètes olympiens. Au niveau des médias, au niveau de la couverture, au niveau de ce qu'ils ont reçu comme reconnaissance. Et ça a inspiré, je pense, le monde entier. Le niveau monte, les pays investissent plus. Donc, il se passe des choses vraiment intéressantes. Une des choses que j'aime voir, c'est comment les nouveaux Paralympiens s'identifient au mouvement paralympique. Dans le fond, le paralympisme
a réussi à se développer un brand, je dirais. Et il y a des athlètes, même ma génération, là, il y a des athlètes, et j'en fais partie, on était des Paralympiens, puis on voulait... Dans le fond, on voulait être des Olympiens, on voulait se faire reconnaître comme des Olympiens. Il y a des Paralympiens qui se faisaient tatouer les anneaux olympiques alors qu'ils ne sont jamais allés aux Olympiques. Moi, j'y suis allée en démonstration, mais ça voulait dire que ce symbole-là, pour plusieurs Paralympiens, était plus fort que leur propre logo paralympique. Et là, je vois la nouvelle génération de jeunes Paralympiens qui, au contraire, s'approprient l'image, le brand, le logo paralympique, se font tatouer le logo paralympique. Et je me dis, ça, c'est le signe d'un succès. Et même, c'est ce qu'on voulait, hein. Il y a plusieurs personnes qui disent que paralympisme, ça vient de paraplégique, mais ça vient de parallèle, c'est-à-dire pas en dessous, mais à côté du mouvement paralympique. Et ça, je le vois. Et je trouve que c'est très intéressant. C'est très intéressant. Est-ce que les Jeux paralympiques vont un jour avoir la même visibilité, la même reconnaissance que les Jeux olympiques? Probablement que non. Mais ça s'améliore beaucoup. En même temps, est-ce que les sports féminins vont un jour avoir la même visibilité, la même reconnaissance que les sports masculins? Peut-être que non, mais on veut que ça s'améliore. Donc, je veux dire, des fois, il ne faut pas non plus penser que c'est juste un contexte olympique, paralympique. Il y a un contexte aussi, qu'est-ce qui se vend moins. On ne sait pas trop pourquoi. Pourquoi les sports professionnels ont plus de visibilité, ont plus de place dans les médias que les sports amateurs, pourquoi les hommes ont plus de place que les femmes, pourquoi les Olympiens ont plus de place que les Paralympiens. C'est des combats qui sont très, très importants. Je pense qu'il faut continuer de se battre pour ça, même quand on voit qu'il y a énormément de progrès. Quand je regarde les derniers Jeux, quand je regarde l'équipe canadienne aux derniers Jeux, je trouve ça très, très, très rassurant et ça me remplit d'optimisme, en fait, de voir comment aux Jeux paralympiques, les derniers Jeux paralympiques, on ne va pas couvrir juste un athlète paralympique. Si je regarde mon époque ou l'époque d'avant, quand on parlait paralympisme, on parlait André Vigé. Après ça, on parlait Chantal Petitclerc. Après ça, il y a eu, je sais pas, tu sais, Benoît Huot peut-être un peu. Mais quand je regarde les derniers Jeux, chaque jour, on parlait un petit peu de basket, donc, il y avait de la place pour plus qu'un, je dirais, porte-parole paralympique. Tu sais, on dirait qu'il y a une époque où on se disait, OK, il faut parler de paralympique, on va se nommer un porte-parole de service, puis on va le maximiser. Mais quand même, tu sais, alors que là, on parle un petit peu de la relève, et ça, je trouve que c'est quand même révélateur d'un grand progrès. Tu as raison, puis je pense que du moment qu'on a arrêté d'essayer de dire qui était le meilleur entre les Olympiques et les Paralympiques, je pense qu'à ton crédit, au crédit d'André et de d'autres athlètes, ça a pris vous, ça a pris votre image pour justement amener ça plus grand que la personne et que ça devienne un événement. Je suis un petit peu de ton avis. Je pense qu'il y a encore de l'éducation à faire au niveau du paralympisme et il faut continuer d'en parler, puis d'en parler comme étant justement un événement en soi. Moi, je l'ai vécu comme entraîneur à 3 reprises et sincèrement, j'ai jamais vu autant de gens. J'ai fait, moi, de mon côté, Sydney, Athènes et Beijing. Et les gens venaient pour les bonnes raisons aussi. Et ça a toujours été important. Il faut en parler. Donc, alors, je pense qu'effectivement, il y a du progrès qui a été fait là. Dans ton livre, tu parles d'un des plus grands moments que tu as eu à l'extérieur du sport et de tes multiples médailles. C'est ton intronisation en 2008 à l'Allée des célébrités canadiennes à Toronto. Comment tu as vécu ça, ce moment-là? En fait, l'année après les Jeux de Pékin, là, j'ai eu vraiment plusieurs reconnaissances, les trophées, tu sais, athlète de l'année, tout ça. Et j'ai eu cette espèce d'intronisation à l'Allée des célébrités à Toronto, donc avec des méga vedettes. Et des fois dans le sport, et au Canada, je dirais, on
le sport amateur manque de glamour, hein? Moi, je trouve qu'il y aurait de la place pour des grands galas, là. Tu sais, tous les athlètes tu sais, super top. Tu sais, on n'a pas ça comme on a dans d'autres pays. Ça se développe un peu. En tout cas, je trouve qu'il y a de la place pour ça. Et là, comme athlète, quand tu es à l'allée des célébrités, évidemment, c'est les tapis rouges, c'est les robes de soirée, c'est les vedettes que tu rencontres. Donc, mais c'est aussi, quelque part... un message qu'on reçoit de se dire, OK, on n'a pas juste gagné des médailles et fait des tours de piste et battu des records du monde. On est reconnu parce que on apporte quelque chose à ce pays-là qui est un petit peu intemporel. Alors ça, c'est sûr que ça m'a touché énormément. Et en plus de ça, ça a été probablement ma seule chance de rencontrer Kim Cattrall, qui était là en même temps que moi. Donc, c'est comme le highlight de ma vie glamour. Et j'ai des photos pour le prouver. Ah, ben super. Écoute, tu finis ton livre en disant, peut-être après ces 20 années passées à réaliser mes rêves à moi, les 20 prochaines seront destinées à faire une petite différence auprès des autres, un geste à la fois. Ce qui m'amène à te demander si c'est un peu pour cette raison que tu as accepté d'être sénatrice et de toucher à la politique. Je dirais que la vie sur la colline parlementaire, l'aventure du nouveau Sénat qu'on essaie de moderniser, c'est arrivé un peu par hasard, dans le sens où j'avais pas planifié ça. Mais en même temps, c'est arrivé à point où justement, je me disais, OK, je fais quoi? Et j'avais des options et j'avais tâté le terrain dans les médias. J'avais travaillé comme entraîneur pour les Anglais, les Britanniques. J'avais aussi été chef de mission, donc j'avais vu le milieu sportif de l'intérieur. Donc, je me sentais vraiment outillée pour me dire, OK, c'est quoi ma prochaine étape? Je fais quoi? Ça va être quoi ma prochaine carrière? Dans quoi j'investis les 20 prochaines années de ma vie, par exemple? Et là, il y a eu ce coup de téléphone à 5h15, un mercredi, et c'était le premier ministre Justin Trudeau qui disait, écoutez, on a cette... volonté de moderniser le Sénat, que le Sénat soit moins partisan, plus indépendant. On pense que vous avez une contribution à faire, ça vous tente-tu? Bref, là, comme c'était un peu plus élaboré que ça, je dois dire. Mais, tu sais, et là, j'ai pris le week-end pour y penser. Mais c'est trop une responsabilité, un privilège, puis c'était trop une belle aventure pour dire non. Mais en fait, la première chose que j'ai fait, j'ai appelé des gens qui sont dans le milieu législatif, des avocats, des politiciens aussi, des gens que je connais et en qui j'ai confiance, et je leur ai dit, est-ce que quelqu'un avec mon profil, mes compétences, mon expertise peut faire une différence dans cette institution-là et véhiculer, dans le fond, les dossiers qui me sont à cœur. Et la réponse que j'ai eue de toutes parts, c'était oui, mais sois patiente. Ça va être long. Et je pense qu'ils avaient raison, mais j'ai pas regretté. Je dois dire que j'avais peur parce que je me disais, si on dit oui au gouverneur général, au premier ministre, on s'embarque comme ça au Sénat, c'est quand même une grande responsabilité. Tu veux faire une différence, tu veux être pertinent, tu veux pas être juste là. Tu sais, c'est énormément de travail. Moi, j'étais ni politicienne, ni avocate, j'avais pas donc, j'ai eu énormément de rattrapage à faire. J'ai dû faire mes devoirs, ce que j'ai fait, mais je dois dire que très, très rapidement, on a eu des dossiers, on a eu des projets de loi. Un des projets de loi qui est arrivé au Sénat en même temps que moi, c'était le projet de loi C-14 sur l'aide médicale à mourir. Donc, très rapidement, j'ai été plongée dans l'étude de ce projet de loi-là. Et avec le vécu que j'ai, avec comme personne handicapée, avec
les personnes handicapées que je connais qui sont des fois dans des situations de vulnérabilité, de douleur, de perte d'autonomie extrême, très rapidement, je me suis prononcée là-dessus et j'ai compris que mon parcours, mon expertise avait sa place au Sénat et que j'étais capable d'être la voix de tout un groupe de personnes qui autrement n'ont pas de voix dans ce processus législatif-là. Donc, c'est vraiment une extraordinaire expérience et responsabilité, opportunité. Ça va arriver là, 2-3 fois par année, je regarde des photos, là, on a les championnats canadiens de l'athlétisme qui s'en viennent ici. J'ai des amis qui sont là, qui sont entraîneurs, et je me dis, oh mon Dieu, il y a quand même tellement de plaisir à passer une journée sur le bord d'une piste de 400 mètres, là, tu sais. Donc, ça me manque. Je dirais que ce milieu-là me manque un petit peu, mais en même temps, comme quand j'étais athlète, j'ai vraiment la conviction d'être à ma place et d'avoir quelque chose à apporter. Chantal, si on disait qu'on donnait un autre 10 ans au Sénat, qu'est-ce que tu aimerais changer ou améliorer ou amener comme nouvelle loi ou quelque chose qui te tient à cœur? Ce serait quoi? Quand je suis arrivée au Sénat, là, j'ai eu plusieurs sénateurs d'expérience qui sont venus me voir et qui m'ont dit « Donne-toi du temps et tu vas voir c'est quoi. Tu ne peux pas tout faire. Hein? On a là des dizaines, des centaines de projets de loi. Il y en a qui sont notre expertise, il y en a qui sont ni notre expertise, ni notre intérêt. On doit quand même les traiter sérieusement, voter. Mais quelque part, à un moment donné, on se donne une espèce de mission et de vision de qu'est-ce que moi je peux accomplir qui va être un petit peu mon héritage. Hein? Et là, je dirais, après 3 ans, ce qui me perturbe au Canada, et je pense qu'à travers le processus législatif, on peut trouver des solutions et faire une différence. Ce qui me perturbe au Canada, c'est l'état de nos jeunes. C'est l'état de santé de nos jeunes. On regarde, quand on a étudié le projet de loi sur la légalisation du cannabis, entre autres, et d'autres projets de loi, je me retrouve avec des statistiques que moi-même je connaissais pas, qui disaient comment nos jeunes sont en perte de santé, comment on a des problèmes de diabète chez des jeunes qui sont trop jeunes pour avoir ça. Tu sais, 30% des jeunes sont soit en surpoids ou en obésité, des moyennes comme 6-7 heures d'écran par jour. Taux de suicide de nos jeunes ici qui est inacceptable dans un pays comme le Canada. Et j'en passe, je veux dire, activité physique, consommation de cannabis. Je veux dire, une des raisons pour laquelle ce gouvernement-là a choisi la légalisation, c'est de se dire, on fait partie des pays où nos jeunes consomment le plus de cannabis au monde. Et là, moi, je me dis, il faut pas juste trouver, il faut quelque part regarder ça de façon globale et se dire, est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos tout-petits? Est-ce que c'est ça qu'on veut pour nos jeunes? Est-ce qu'on est capable d'avoir plus d'ambition que ça pour ce pays-là? Et moi, je pense que oui, parce que ça se fait dans d'autres pays. On regarde, j'ai beaucoup étudié le cas de l'Islande, qui avait des chiffres catastrophiques au niveau de consommation de drogue, d'alcool, de scolarisation, de jeunes qui, justement, mangeaient pas bien, tout ça. Et à un moment donné, ils sont arrivés en tant que pays avec des solutions que certains pourraient trouver de drastiques, mais ils ont dit, on va investir dans le sport, investir dans la culture aussi. Et bref, ils ont eu une espèce d'ambition de se dire, c'est pas acceptable. Et moi, je pense qu'on est dans une situation où on devrait, comme pays, se dire, c'est pas acceptable ça. C'est pas acceptable que quand, au Québec, on augmente la récréation de 15 à 20 minutes, les gens
sont contre ça. Tu sais, je veux dire, ça m'a renversé de voir qu'il y avait des commissions scolaires qui disaient « ça va être compliqué pour nos profs ». 20 minutes de récréation pour des tout-petits, là, c'est rien, là. Donc, ça, je pense que ça va être ma mission. Là, j'ai cet objectif-là. Il faut que je l'articule avec qu'est-ce qu'on peut faire à travers le processus législatif, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment on peut... évidemment, il y a toutes sortes de trucs qui sont de domaines provinciaux quand on parle d'éducation, quand on parle de santé, tout ça. Donc il y a des limites à ce qu'on peut faire sur la colline parlementaire et en particulier au Sénat, mais il y a aussi beaucoup, beaucoup d'opportunités et j'espère que je vais être capable de me dire dans 10 ans, je vais être capable de me dire que mon passage sur la colline parlementaire, mon passage au Sénat aurait fait et aura fait une différence dans ce dossier-là. Bien, c'est certain que moi, je te souhaite un autre 10 ans parce que c'est un combat de tous les jours, même pour nous, entraîneurs, même si on est dans le milieu sportif. Je me souviens encore quand on se promenait puis on disait, les athlètes, on parle des athlètes seulement pendant les Olympiques ou les Paralympiques. On ne parle pas de tout le bienfait qu'ils amènent dans une société, les valeurs que ça amène aussi. Et je trouvais toujours triste de dire « Ah oui, un athlète, comment ça se fait qu'il y a un brevet d'État, on leur donne des sous, on enlève l'argent au niveau de l'éducation et au niveau de la santé. » Mais un jeune qui bouge, il n'a pas besoin d'être olympien, c'est un jeune en santé. Et un jeune en santé, bien, ça sauve de l'argent dans la santé. Donc, il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Et ça m'amène à pas passer à côté du fait qu'un sport que vous aimez beaucoup dans la famille, qui est le tennis, et Elliot a commencé ses petits cours de tennis. Et là, tu es la maman d'estrade. Ouais. Comment tu te sens là-dedans? J'aimerais tellement ça qui tombe en amour avec le tennis. C'est un sport que j'adore, que j'ai pas pratiqué moi-même en fauteuil, peut-être 1 ou 2 fois pour le fun, là, mais j'adore regarder le tennis, j'adore les athlètes, j'adore les valeurs véhiculées un petit peu. Donc, c'est sûr que déjà, mon petit Elliot, c'est un petit garçon qui bouge, qui est très actif, il a ce besoin-là. Et donc, c'est sûr que comme parent, tu vas pas choisir son sport, mais on va l'exposer quand même. On choisit quand même ce à quoi on l'expose. Et c'est sûr que chez nous, quand on écoute les sports à la télé, c'est plus du tennis que du hockey, disons. Et donc, j'ai de l'espoir. Là, oui, il a commencé ses cours et puis et c'est drôle d'être parent parce que tu veux le meilleur coach, tu veux qu'il embarque. Puis lui, il a sa petite personnalité aussi. Donc, tu sais que très, très rapidement, on voit le tempérament des enfants, ceux qui sont fonceurs. Elliot est un petit peu mauvais perdant. Il veut toujours gagner. Il a besoin de se faire dire que ça va bien. Tu sais, il a besoin de se faire... Et moi aussi, j'ai été athlète, j'ai été un petit peu entraîneur, mais à très faible niveau quand même, là. Et là, je suis maman. Donc, c'est de faire la part des choses, c'est de vouloir s'impliquer, en même temps de vouloir respecter l'expertise d'un entraîneur, de laisser l'entraîneur faire sa place. Et c'est pas facile parce que tu veux nourrir une passion. Évidemment, tu veux créer des petites étincelles, mais tu veux pas imposer non plus. Donc, c'est à suivre, je dirais. Bien, écoute, Chantal, j'ai toujours dit aux parents, ça prend 10 ans de devenir un athlète professionnel, ce que tu as fait, mais ça prend 10 ans être un bon parent aussi. Sûrement. Alors, tu as du temps devant toi, il n'y a pas de problème. Chantal, on va terminer là-dessus. Je sais que quand tu étais athlète, il y a 2 choses que tu voulais avoir dans ton sac. C'était de la musique. On est passé du CD à du iPod, maintenant au téléphone, un livre. Ouais. Et je crois que ta chanson qui était une chanson que tu écoutais tout le temps de Coldplay, Viva la Vida, si je ne me trompe pas. Est-ce qu'aujourd'hui, cette chanson a changé? Est-ce que quand tu fais ton voyagement Montréal-Ottawa, est-ce qu'il y a une chanson qui te représente ou que tu écoutes maintenant? Ah, c'est drôle parce que je continue d'écouter de la musique et c'est vrai que quand j'étais athlète, j'avais ce genre de chansons-là, Coldplay, Radiohead, tout ça, avec ce genre d'énergie-là. Et là,
quand je fais mon 2 heures vers Ottawa, j'ai ma liste et Coldplay est encore dessus. J'ai pas... platement, j'ai pas découvert de nouvelles. En tout cas, j'explore moins, on dirait. Donc, j'écoute des vieux trucs, on dirait, Joseph Archer. Mais ça me fait rire parce que j'ai cette liste-là qui m'amène jusqu'à Ottawa où, justement, j'ai du Coldplay, Radiohead, Bob Dylan, Joseph Archer. Tout plein d'affaires comme ça. Et je me dis, probablement que je suis le seul sénateur avec ça sur son playlist. C'est très bon. Faudrait voir, là, mais... et tu dirais, dans toute cette panoplie de chansons, s'il y en a une qui te représente le plus, ça serait laquelle? Ça dépend, parce que comme athlète, c'est sûr que c'était... j'aimais beaucoup les trucs britanniques un petit peu, le rock britannique, là, tu sais, encore une fois, Coldplay, Viva la Vida, l'album au complet, j'aime bien. Mais je dirais que si on regarde mes classiques, moi, je suis une grande méga fan de Bob Dylan. J'ai la discographie complète. Des fois, je peux être 3 mois sans rien écouter. Et puis après ça, je vais tout écouter pendant une semaine parce que ça fait partie de mon cégep. Tu sais, les trucs, des fois, qu'on découvre au cégep, on n'avait jamais entendu ce genre de trucs-là de notre vie. Nous, on n'écoutait pas ça à la maison. Donc, je dirais là, que dans vraiment les auteurs, compositeurs, musiciens qui ont marqué ma vie, il y a Bob Dylan, Neil Young, Leonard Cohen. Donc ça, mais bon, quand on s'entraîne, on s'entend que c'est peut-être pas la bonne... Leonard Cohen en s'entraînant, c'est peut-être pas ça qui est bon pour les performances, là. Donc là, je l'écoute plus maintenant. Mais je dirais que je suis due pour écouter des nouvelles choses. Je pense que les derniers 5 ans comme maman, c'est ça, là. Des fois, nos choix musicaux sont restreints un petit peu. Imposés, ouais. Chantal, une dernière question. Si tu avais à donner un conseil ou à parler à la Chantal de 13 ans, tu dirais quoi? Oh mon Dieu! Si j'avais un conseil à donner à la Chantal de 13 ans, je pense que je lui dirais de c'est drôle, hein, parce que je lui dirais de moins se préoccuper du regard des autres sur elle, mais en même temps, je fonçais quand même, tu sais, donc, mais je le faisais, mais... et j'ai continué de le faire, mais l'énergie qu'on perd quand on est jeune et même moins jeune, l'énergie qu'on perd à se demander ce que les gens pensent de nous, mon Dieu, hein? Quand on a réglé ça dans notre vie, là... Et que ça va bien. Et que ça va bien. Tout à fait. On se dit, là, vraiment, tu sais, ça prenait-tu 30, 40 ans de ma vie pour juste se dire, je m'en fous de ce que les gens pensent ou de ce que j'ai l'air, je sais pas, tu sais... Bref, il faudrait apprendre ça à nos jeunes à l'école. Tout à fait d'accord. Chantal, un gros merci pour être ici à CEFTAC et au plaisir de se revoir et de te féliciter pour sûrement la nouvelle loi que tu vas passer dans les 10 prochaines années. Merci, c'est un plaisir. Quelle personnalité attachante et quelle grande championne! Je vais toujours me sentir privilégiée d'avoir participé à 3 Paralympiques en même temps qu'elle. Bref, je remercie à nouveau Chantal pour sa générosité. Je suis très contente pour elle et suivrai l'évolution de certains de ses projets avec grand intérêt. Merci aussi au petit Elliot qui a été relativement calme pendant l'enregistrement et bonne chance avec tes cours de tennis. Vous pouvez suivre Chantal sur Twitter via cPetitClair ou encore sur Facebook et Instagram via Chantal Petitclair. Donc voilà pour ce mois-ci. Si vous avez des questions ou des commentaires, allez sur mon site web à coachsevi.com. Au plaisir de se retrouver pour le prochain balado. D'ici là, vous pouvez consulter la liste des chansons de CEFTAC avec la sélection de Chantal, celle de Marie-Annick Lallier, mon invitée précédente, et entendre mes propres sélections en téléchargeant l'application Stingray Music. Merci de faire partie de cette communauté. À la prochaine! Sevs out!